Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Porte-parole du gouvernement. Covid, nous avons besoin de réponses. Vous avez entendu ce que dit le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum. Le gouvernement s'y prépare. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que toutes les décisions qu'on a eu à prendre depuis le début de cette crise sont difficiles. Par principe, quand vous prenez une décision qui restreint la liberté de circulation, qui impose le port du masque, que ce soit dans des lieux clos ou à l'extérieur, c'est difficile parce que c'est les libertés des Français. Et donc on va devoir continuer à prendre des décisions difficiles comme on en a pris depuis le début de cette crise. L'important, c'est de prendre des mesures responsables. Quand vous avez une situation de reprise épidémique avec certains territoires où la situation est plus marquée qu'ailleurs, évidemment, il faut s'adapter, il faut prendre des mesures pour contenir et maîtriser au mieux possible. Je m'arrête, 29 départements en zone rouge. Le CHU de la Guadeloupe, qui est au bord du burn-out, si je puis dire, qui est débordé, la situation qui s'aggrave. Il y a des cas en masse qui arrivent dans les hôpitaux de la Guadeloupe. Alors, quelles mesures préparez-vous ? On suit de près, s'agissant de la Guadeloupe, la situation outre-mer. Il y a eu plusieurs pics dans plusieurs territoires d'outre-mer. On se souvient de ce qui s'est passé en Guyane, à Mayotte. Oui. Aujourd'hui, il y a des tensions fortes en Guadeloupe. Et moi, je veux rappeler, je veux dire évidemment que non seulement le gouvernement, l'État suit la situation de près, mais qu'on envoie des moyens dès que c'est nécessaire et qu'on s'adapte là aussi au jour le jour pour que toutes les personnes qui ont besoin d'être accueillies, d'être soignées, le soient. Maintenant, s'agissant du Conseil de défense, il a lieu demain. Oui. Comprenez que c'est compliqué pour moi de faire les annonces avant l'heure, mais si on veut dégager les sujets dont on va devoir parler, il y a la question des tests, où là, on voit que la France a augmenté très fortement sa capacité de test. On est aujourd'hui un des pays dans le monde qui teste le plus quand on rapporte au nombre d'habitants, mais qui a des difficultés, notamment sur la priorisation des tests. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a arrêté une stratégie à la fin du mois d'août en Conseil de défense qui consiste à dire que quand vous êtes une personne vulnérable, ou quand vous avez des symptômes, ou quand vous êtes contact d'une personne qui a été testée positive, il faut que vous puissiez vous faire tester très vite. On a mis en place des protocoles au niveau national avec les laboratoires pour garantir qu'il y ait... Mais tout le monde se presse, dans les laboratoires. Tout le monde se presse, c'est remboursé par la sécurité sociale. Oui, il faut 2, 3, 4 heures d'attente. C'est un choix que vous avez fait. C'est un choix qu'on a fait de permettre au plus grand nombre de se faire tester. Mais pourquoi ne pas organiser, par exemple, des files prioritaires pour les patients munis d'ordonnances ? Alors, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une priorisation qui a été décidée en août pour que ceux qui sont munis d'ordonnances, mais aussi des personnes qui sont vulnérables, des personnes âgées qui ont un doute, mais aussi des personnes qui ont été en contact avec une personne qui a été testée positive, puissent être testées en priorité par rapport aux autres. C'est le cas dans un certain nombre d'endroits. Il y a des plateformes régionales qui ont été mises en place. Je pense à l'Île-de-France, mais pas partout. aux Hauts-de-France, mais c'est pas encore le cas partout. Donc ça, c'est un sujet dont on va parler demain, voir comment on peut être plus efficace dans ce sujet. Comment être plus efficace des tests. Encore une fois, organiser une priorité, mais l'organiser systématiquement, une priorité pour ceux qui ont une ordonnance. Faire en sorte que ça soit le cas partout. Évidemment aussi continuer à développer les capacités de test. On voit que 1 million. Oui, on est à plus d'1 million maintenant par semaine. On teste plus en France qu'en Allemagne, quand on rapporte au nombre d'habitants, qu'en Espagne, qu'en Italie. Donc on teste beaucoup. Il faut continuer à développer ce qu'on appelle des barnums de tests, c'est-à-dire des centres de tests qu'on met sur la voie publique pour que des Français qui ont besoin de se faire tester Et le les fassent. Tests de dépistage rapide, on en est où ? On avance, la recherche avance. On espère que dans les prochaines semaines, on pourra avancer sur ce sujet-là. Il y aura aussi un point en Conseil de défense. On pourra avancer dans les prochaines semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on les a pas pour l'instant et qu'on les aura quand avant la fin de l'année. Le sujet, c'est qu'il faut, avant de se lancer dans un nouveau test, que ce soit les tests antigéniques, tests salivaires, tests oropharyngés, on voit qu'il y a plusieurs possibilités de tests qui sont aujourd'hui ouvertes. Il faut être sûr qu'ils fonctionnent. Il faut être sûr qu'on n'a pas ce qu'on appelle des faux positifs, des faux négatifs, c'est-à-dire des personnes qui seraient détectées par ce test négatif alors qu'en réalité elles sont positives. Et donc il y a un travail de recherche qui est fait, un travail d'homologation. C'est pas qu'un sujet en France. Vous savez, en Conseil de défense, régulièrement autour du président de la République, on fait un point sur la recherche et on fait un point sur où en sont nos voisins européens. Bon, ils se posent tous les mêmes questions que nous sur ces tests, mais on va avancer très vite. Et le président de la République a demandé que au plus vite on puisse développer cette situation. Est-ce qu'on va revoir à la télévision un décompte quotidien du nombre de personnes infectées, du nombre de personnes qui entrent en réanimation et du nombre de décès ? Il y a aujourd'hui un décompte qui est annoncé tous les jours par Santé publique France. Oui. Avec un communiqué est-ce qu'il va y avoir tous les jours une communication devant les journalistes, je sais pas, du directeur général de la santé,
comme on l'avait vu aujourd'hui, au plus fort de la crise. Aujourd'hui, ça n'est pas prévu. L'important, c'est qu'on soit régulièrement, les membres du gouvernement, à disposition des journalistes, à disposition des médias pour s'exprimer. 29 départements en zone rouge. Est-ce que les rassemblements de 10 personnes dans ces zones-là seront interdits ? Encore une fois, de plus de 10 personnes. C'est la difficulté de mon exercice ce matin. Oui, non, mais d'accord. Donc vous y réfléchissez. Mais ce que je veux vous y réfléchissez. Je vais vous dire quelque chose. Des mesures. Oui, allez-y. S'il y a une chose que l'épidémie nous a appris depuis le début, et en tout cas moi en tant que porte-parole, j'ai bien intégré, c'est que on ne peut jamais rien exclure par principe. Et que quand on a voulu par principe dire non, ça on le fera pas ou ça n'arrivera pas. En général, on a été démenti parce que c'est une maladie qui est nouvelle, parce qu'on continue à apprendre des choses tous les jours, parce que la situation évolue. Et donc, on ne peut pas exclure quoi que ce soit par principe. Obligation de déclarer auprès du préfet tout rassemblement de plus de 10 personnes. Je ne peux pas vous dire que c'est ce qui va être décidé. Oui, ce que je vous dis, c'est que sur ce point-là aussi, il y aura réflexion demain. Sur tous les sujets et sur ces points-là aussi. Confinement partiel aussi. Est-ce que demain, vous allez envisager un confinement partiel ? Je vais vous dire, à ce stade, rien ne me permet de dire qu'on va décider ça demain, mais parce qu'on va discuter demain. Vous allez en discuter demain de cela, du confinement partiel. On va discuter de la situation de l'épidémie en France. On va regarder les territoires dans lesquels elle circule plus que d'autres. On voit qu'il y a des situations aujourd'hui inquiétantes à Marseille, à Bordeaux, dans d'autres territoires. Et on va regarder les mesures qui sont recommandées par les autorités scientifiques, qui sont discutées avec les autorités locales, les élus, et les mesures qu'il convient de prendre dans ces territoires pour être responsables. Et encore une fois, pour protéger les Français. C'est ça l'objectif. L'isolement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à des contraintes ? Des contraintes, c'est-à-dire des contraintes, isolement, isoler les personnes âgées, isoler ceux qui sont infectés par le virus, les obliger à rester chez eux. Je ne sais pas. On peut faire beaucoup de choses. Pour répondre aussi à votre précédente question, je vais vous donner un exemple. Cet été, on s'en souvient tous, je crois, on a eu une situation épidémique très difficile en Mayenne. Oui. C'était un cas à part en France. Il y a eu une reprise épidémique importante en Mayenne. On a pris un certain nombre de mesures, notamment, ce que vous disiez tout à l'heure, sur les rassemblements de plus de 10 personnes. On les a pris sur la Mayenne. Donc on l'a fait en Mayenne. Et on pourrait le faire dans 29 départements aujourd'hui classés rouges. Je ne dis pas qu'on le fera dans 29 départements classés rouges. La situation, elle varie selon, y compris dans ces départements. C'est pas la même nature. C'est pas la même circulation du virus. C'est pas les mêmes. L'exemple de la Mayenne est un exemple à suivre. C'est pour vous dire que c'est un exemple à suivre. Oui, la Mayenne a été un exemple à suivre parce que ça a fonctionné. C'est aujourd'hui un exemple à suivre parce que ça a fonctionné. On a eu des résultats positifs puisqu'on a réussi à endiguer cette reprise de l'épidémie. Maintenant, je ne vous dis pas qu'on va faire dans les 29 départements rouges ce qu'on a fait en Mayenne. Je vous dis qu'on ne peut rien exclure, qu'il y a un certain nombre de mesures possibles et que, quelles que soient les décisions qu'on prendra, on les prendra parce que c'est les décisions responsables à prendre pour lutter contre l'épidémie, parce que c'est notre responsabilité de les prendre. Aujourd'hui, combien d'établissements scolaires et de classes sont fermés en France métropolitaine ? Alors, les chiffres dont je dispose, qui sont des chiffres France entière, qui ne sont pas que la France métropolitaine, qui datent d'hier soir et qui donc correspondent à la journée de mercredi, c'est 32 établissements fermés en France, ce qui correspond à 0,05% des établissements. Il faut toujours le rappeler. 32 établissements. Il y a plus de 60 000 établissements scolaires en France et 524 classes qui ont été fermées sur à peu près 150 000 classes en France. 524 classes fermées. Donc on voit que c'est une augmentation par rapport au jour précédent, mais que ça reste limité par rapport au nombre de classes et au nombre d'établissements en France. Et les parents des enfants, les parents qui travaillent de ces enfants qui ne peuvent plus aller en classe, que vont-ils devenir ? Le gouvernement va-t-il remettre en place un dispositif particulier ? Oui, c'est le choix qu'on a fait. C'est difficile pour les parents dont la classe des enfants est fermée ou l'établissement. Les parents doivent travailler. Donc ce qu'on a décidé, c'est que pour les parents qui ne pourraient pas télétravailler. Alors en disant ça, je le dis tout net, tout le monde ne peut pas télétravailler et s'occuper de son enfant en même temps. Ça dépend de la nature du travail, de la manière dont on peut adapter les horaires. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Donc évidemment, ça s'adapte au cas par cas. Mais si vous ne pouvez pas télétravailler, si l'établissement de votre enfant a été fermé et si la commune ne propose pas un dispositif de garde pour votre enfant, dans ce cas, le dispositif d'activité partielle, de chômage partiel, comme il est désormais bien connu par les Français, s'appliquera. Et donc les parents pourront en bénéficier. À 84%. À 84%. Les parents pourront en bénéficier
sur la manière dont ça va se faire, c'est important pour que les parents le sachent. C'est l'établissement scolaire qui donnera aux parents un document administratif qui permettra d'attester que la classe ou que l'école est fermée. C'est ce document que les parents en question pourront remettre à leur employeur pour faire valoir le chômage partiel. Oui, le dispositif d'activité partielle de longue durée à 84% du salaire net sera maintenu jusqu'à l'été prochain. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne sur BFM Business. Oui, c'est cela. Et vous confirmez, évidemment. C'est ce que je confirme. Ce que vous confirmez. Niveau de prise en charge, on reste à charge limitée à 15% pour l'employeur. Ouais. Et pour les indépendants ? Pour les indépendants, s'agissant de la garde d'enfants, le choix qui a été fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix en fait, c'est celui des indemnités journalières et donc voilà. Et donc il faut se connecter sur le site. Je crois que c'est déclare.amelie.fr quand on est indépendant et donc déclarer à cet endroit-là. Et pour être peut-être totalement complet, puisque on a parlé des salariés et des indépendants, il y a aussi les fonctionnaires qui peut-être se posent la question. Là, c'est ce qu'on appelle une autorisation spéciale d'absence qui est bien connue et qui est à faire valoir auprès de son Pendant la crise du Covid, on en a beaucoup parlé, et le président de la République le premier, des salariés de deuxième ligne, les caissières, les conducteurs routiers, les livreurs, les éboueurs, toutes celles et ceux qui ont continué à travailler, qui ont fait marcher notre société, qui ont touché parfois des primes jusqu'à 1 000 euros, pas toujours 1 000 euros. Mais je constate, et il constate, que les augmentations de salaire prévues ne sont pas au rendez-vous. Or, le président de la République avait insisté sur la revalorisation des salaires de ces personnes-là. Il y a un cadre de discussion sociale avec les partenaires sociaux, avec le patronat. Chez les routiers, la proposition d'augmentation de salaire est de 0,4%. C'est ridicule. Et il y a encore une fois, ridicule. On a un dialogue avec les partenaires sociaux, avec le patronat, pour parler de tous ces sujets-là. Comment est-ce que le Covid a changé la vie dans l'entreprise ? Comment est-ce que le Covid doit permettre de revaloriser un certain nombre de professions ? Ça veut dire qu'on se pose des questions sur le télétravail et comment il va s'organiser sur le long terme. Qu'on se pose aussi des questions sur la rémunération, et vous l'avez dit. Parce que c'est bien beau de les applaudir. Bien sûr. Faut-il qu'ils gagnent mieux leur vie ? Mais bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris une décision très importante s'agissant des soignants, et d'ailleurs de toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'hôpital, c'est important de le rappeler, le Ségur de la Santé, 10 milliards d'euros, c'est une augmentation de salaire dès la fin du mois de septembre, puisque ça commence fin septembre, 90 euros à fin septembre en plus sur le salaire, et 90 euros en plus à partir de janvier. Si on a mis cet engagement, c'est précisément parce qu'il y a eu ce moment... Et le SMIC augmentera ? Aujourd'hui, il n'y a pas de décision d'augmentation du SMIC. Non, mais encore une fois. Pas de coup de pouce, rien. Moi, j'ai pas d'annonce à faire sur le sujet. Non, mais je vous pose la question. J'ai pas d'annonce à faire sur le sujet aujourd'hui. J'ai pas d'informations sur ce sujet. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Vous ne savez pas. Je ne veux rien exclure. Vous ne savez pas. Pour une excuse. Non, je ne veux. Quand je n'ai pas d'informations, vous savez, il vaut mieux se taire que dire une bêtise. Surtout quand on est porte-parole. Donc, ça c'est sûr, c'est pas évident. Donc je préfère pas m'exprimer sur ce sujet-là. Bon, dites-moi, Lesbos, ce camp de réfugiés en Grèce, un camp prévu pour quoi ? 4 000 personnes, ils sont 12 000, avec 4 000 enfants, incendie, des conditions de vie désastreuses. Il y a un sommet de la Méditerranée aujourd'hui, présidé par Emmanuel Macron. Est-ce que la France va prendre en charge une partie de ces migrants, et notamment les enfants et les adolescents ? C'est dramatique cette situation. J'ai vu, comme je pense beaucoup de monde, les images d'hier. On parle de personnes qui souvent ont fui la guerre, ont fui des atrocités, se retrouvent dans un camp surpeuplé, qui brûle et se retrouvent dans la misère la plus totale. C'est dramatique et ça doit tous nous interpeller. Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, s'agissant de la crise migratoire, la France, elle a toujours été au rendez-vous de ses responsabilités. Le premier combat d'Emmanuel Macron, ça a été de dire il faut qu'on s'accorde avec d'autres pays européens, et notamment les pays d'Europe du Sud, pour que chacun prenne sa part, parce que c'est pas un pays de prendre la part. Ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron dit cela. Il n'y a aucun pacte migratoire européen. Il n'y a pas de répartition des migrants dans les pays européens, dans l'Union européenne. C'est pour ça que je vous ai dit, 3 ans. Je vous ai dit, le premier combat, ça a été d'avoir cette coalition. Oui. Il n'y a pas de pacte migratoire au niveau de l'Union européenne. Enfin, il y a des pays qui se sont accordés entre eux avec la France parce qu'on a été à l'initiative. Et quand il y a eu des situations qui se sont présentées, la France, comme ces pays, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, je pense on pris en charge de ces migrants. Réfugiés. Non, mais c'était le passé. Le présent, Est-ce que la France va prendre en charge une partie de ces migrants ? Hier, le président de la République s'est exprimé et a dit que la France serait au rendez-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a eu un contact, en l'occurrence mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, avec son homologue grec, pour lui demander très concrètement quelles sont vos demandes, quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez des demandes en matériel ? Donc la France prendra en charge une partie de ces migrants. La France sera au rendez-vous. On attend Jean-Jacques Bourdin. On a demandé aux Grecs
ce dont ils avaient besoin. Oui. Est-ce qu'ils avaient besoin de matériel? Est-ce qu'ils avaient besoin qu'on organise ce mécanisme de répartition? Si c'est la demande qui est faite, la France sera au rendez-vous. Ça veut dire que la France prendra en charge une partie de ces migrants si les Grecs le demandent. Notamment pour des enfants qui sont éligibles au droit d'asile, par exemple. Donc vous confirmez que la France... Oui, je confirme. Bien. Dites-moi, si j'ai plusieurs questions à vous poser, et notamment... les jeunes enfants, le soutien aux jeunes enfants et à leurs parents. Vous avez vu le rapport qui a été rendu. Oui, c'est unique. Le congé paternité. Il propose, dans ce rapport, Boris Cyrulnik propose un congé paternité prolongé, étendu à 9 semaines. Est-ce que le gouvernement y est favorable? Est-ce que c'est une mesure? Oui, non, mais je vous vois sourire, Gabriel Attal, mais parce que j'avais entendu parler de ça. Marlène Schiappa en avait parlé, entre autres. Elle n'est pas la seule. Est-ce que vous allez prolonger ce congé paternité? On regarde ça avec intérêt. Et alors là, ça ne va pas vous satisfaire. Ce que je vous dis, ça ne satisfait pas. Et ce que je vous dis, c'est qu'on va même un peu plus loin. On le regarde avec bienveillance, parce que c'est quoi le sujet? Le sujet, bienveillance, ça veut dire quoi, bienveillance? C'est 11 jours aujourd'hui, 9 semaines, ça veut dire que ça sera acté. Je ne peux pas vous faire l'annonce avant mes collègues ministres. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une intention d'aller vers ça. Mais pourquoi? Parce qu'on parle là, c'était l'objet du rapport de Boris Cyrulnik, des 1000 premiers jours de l'enfant. Oui. Et c'était une commande du président de la République, parce que c'est 1000 jours qui sont décisifs. C'est 1000 jours qui, si on apporte aux enfants l'accompagnement dont ils ont besoin, et aux parents aussi, parce que l'enjeu c'est la parentalité, si on leur apporte ce dont ils ont besoin, si l'État est là pour les accompagner, on peut donner beaucoup de chance à ces enfants ensuite pour s'émanciper, pour s'épanouir et pour grandir. Donc c'est une mesure qui sera prise dans les prochaines semaines. C'est une mesure qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Oui, qui sera prise dans les prochaines semaines. Oui. Oui. La décision est prise. Je ne crois pas que la décision soit prise, sinon je pourrais vous le dire. Et c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Oui, mais vous inviterez ma collègue Elisabeth Moreno, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je m'intéresse beaucoup aux promesses d'Emmanuel Macron. Beaucoup, parce qu'il faut les tenir, les promesses de Gabriel Attal. J'en ai une autre. Je suis prêt, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, je suis prêt à avancer dans ce sens. Il voulait parler de quoi? Du vote à 16 ans. Oui. Est-ce que vous êtes favorable? Moi, avant d'être porte-parole du gouvernement, j'étais secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Et oui, c'est pour ça. Je me suis beaucoup déplacé en France et j'ai rencontré énormément de jeunes de 16 ans, de 17 ans, engagés pour leur pays, chez les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, dans des associations, avec un regard sur la situation, sur ce qui se passe. Quand on voit ça, on se dit, évidemment que un jeune comme ça, qui a un regard sur son pays, qui a envie de contribuer, il faut qu'il puisse voter. Et pourquoi j'ai toujours été partagé sur ce sujet-là? Parce que le fait est qu'aujourd'hui, les jeunes ont le droit de vote à 18 ans et qu'il y a un taux d'abstention très important. Et pour moi, la question du droit de vote à 16 ans, elle se posera vraiment le jour où on aura réussi à convaincre les jeunes à partir de 18 ans d'aller voter. Pour moi, le combat, déjà, c'est que les jeunes, quand ils ont 18 ans, qu'ils ont le droit de vote, aillent voter. Ça veut dire, pour l'instant, non. Pour l'instant, ça n'est pas prévu, non. Ce n'est pas prévu. Non, d'ailleurs, ça implique de modifier en Allemagne, la Constitution. Aux élections locales. Aux élections locales. Oui, jeune de 16 ans a le droit de voter. Ouais, vous savez, j'avais regardé un certain nombre de pays qui l'ont mis en place, notamment, pour toutes les élections. Je crois, la Slovénie, par exemple. Je crois dans mon souvenir, Slovénie, la Suède. Et il y avait des études intéressantes qui montraient que quand ça avait été mis en place... En Écosse. Dans l'élection qui suivait, vous aviez une participation importante des jeunes à 16 ans. Mais que assez vite, ça revenait finalement à un niveau d'abstention important, puisque l'abstention des jeunes, c'est un phénomène auquel tous les pays sont confrontés. Moi, je crois que c'est pas une fatalité. Je crois que si les formations politiques sont capables de parler aux jeunes, de s'emparer des sujets qui les préoccupent, et évidemment la question du climat et de l'environnement, on peut venir faire voter les jeunes. Donc ce que je vous réponds, c'est que moi j'y suis favorable sur le principe, mais pour moi c'est une décision qu'il faudra prendre quand on aura réussi le combat pour la participation des jeunes aux élections déjà aujourd'hui. Autre sujet, là aussi j'ai besoin d'une réponse directe. Vous allez me dire, quand sera signé le décret autorisant le cannabis thérapeutique? Ça fait des semaines et des semaines que tout le monde attend. Ouais, je sais bien. La décision a été prise, le décret n'est pas signé. Je sais bien. Alors pourquoi et quand sera-t-il signé? Il sera signé rapidement. Rapidement. C'est mon collègue Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui va un de vos collègues le signer. Oui, vous savez, quand vous êtes porte-parole, c'est pas à quoi. Alors le porte-parole sert à quoi s'il n'annonce rien? Je vais vous dire. Il sert à d'abord expliquer ce que fait le gouvernement, à donner du sens, en parlant de ce qu'on fait sur tous les sujets. Il sert à répondre aux questions. Parfois, c'est possible, parfois, ça n'est pas possible. Il sera signé avant la fin de l'année? Comment? Il sera signé avant la fin de l'année? Il sera signé, je crois, avant la fin de l'année. Oui, ça je peux le dire. Oui. Donc en 2021, on pourra consommer
pour des raisons thérapeutiques du cannabis. On pourra aller au bout de cet engagement qui avait été pris. Ouais. Bon, en 2021, on est bien d'accord? Ouais. Bon, une dernière chose, j'ai vu que les PV de stationnement, il ne sera plus nécessaire de payer l'amende pour se contester. Vous avez vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Vous avez pas vu? Vous voyez, on ne voit pas tout. Hein. C'est le Conseil constitutionnel qui est... voilà. Je vais regarder ça avec attention et voilà. On en reparlera. Bon, merci Gabriel Attal. Et je me rends maintenant dans le Rouennais, en Loire, parce que être porte-parole du gouvernement, c'est pas simplement être sur des plateaux télé, c'est aussi aller sur le terrain. Je vais incarner un sujet et parler d'un sujet dont on a malheureusement un peu parlé, c'est le plan de relance. Voilà, on a mis 100 milliards d'euros pour changer la vie des Français. On a beaucoup parlé, on en parle beaucoup et on en parlera beaucoup. Je vais aller voir un viticulteur bio parce qu'on va mettre des fonds pour permettre aux agriculteurs, aux viticulteurs de convertir leur exploitation en bio. Je vais aller voir des commerces de centre-ville parce qu'on met 150 millions d'euros pour permettre aux commerces de centre-bourg, pour revitaliser les villes moyennes, d'être rénovés. Je vais aller voir une entreprise qui les éleveurs qui, pour beaucoup, sont au bord de la faillite. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le foin, parce qu'il n'y a pas de foin. Ouais, c'est un sujet sur lequel aides seront apportées. C'est un sujet sur lequel travaille mon collègue Julien de Normandie. Et évidemment, on accompagnera les acteurs. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci d'être venu nous voir, RMC et BFM TV. Il est 8h54.